Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où l'on va poursuivre l'analyse des propos de Ashton Forbes pour comprendre ici cette fois le scénario qu'il véhicule jusqu'au moment où on aura la vidéo qu'il diffuse dans les médias. Cela permettra de mieux comprendre l'idée qu'il a des événements. On va donc reprendre la vidéo que j'avais mis dans la première où il intervient. Là, il va dérouler tout le fil des événements qui ont mené justement à la disparition de l'avion, comme on va le voir. He made an animation of one of our videos that we have. And in this video here, we are going to be watching as the plane's route up until the point where we believe the data no longer makes any sense. And again, this is going to essentially be entirely the official route that no one has any issues with. This plane is going to initially take off from Kuala Lumpur, and it's headed over to Beijing in China. The plane was scheduled to depart at 16:30 UTC. It doesn't take off until 16:42 UTC from the runway. And then it heads over to our first waypoint, which is called the Igari waypoint. Now, as it gets here at around 17:19 UTC is the last official communication that was released to the public, where the pilot or co-pilot says, "Good night, Malaysian Airlines Flight 370. Just 64 seconds later, the plane goes dark at 17:21 UTC. Pour l'instant, Ashton résume la première partie du vol, à savoir du décollage jusqu'au moment de sa disparition. C'est du factuel, je n'ai rien à redire là-dessus. Now, this is the time where the witnesses start to come into effect. At this point, we have a witness named Mike McKay who's on an oil rig to the northeast of here, about 300 miles away, just in the farthest possible way or place that you could see this airplane still. He's on an elevated oil rig, and he's able to see this plane probably just on the horizon, very low to the horizon, despite the fact that it is at cruising altitude around 35,000 feet. He sees it on fire for about 5 to 10 seconds. Alors là, Ashton parle d'un premier témoin qui est McKay, qui est une personne qui aurait aperçu un avion en feu pendant 5 à 10 secondes en mer de Chine. Alors, comme il le dit, l'avion se trouve alors à 300 nautiques de McKay. Ça fait plus de 500 km. Et ça ne le choque pas, visiblement. Alors la question que je vous pose, c'est croyez-vous qu'en étant à Paris, vous serez capable de voir un avion en feu au-dessus de Bordeaux, qui serait à 10 000 mètres d'altitude? Soyons sérieux. Pour vous le prouver, voici un site web qui vous permet de calculer la visibilité directe. Alors j'ai mis une altitude de 10 000 mètres, qui est l'altitude à laquelle était le MH370 à ce moment-là, et j'ai placé le témoin à une hauteur de 10 mètres, ce qui peut correspondre, je pense, au niveau d'une plateforme pétrolière. La portée visuelle que l'on a est alors de 229 nautiques, soit 425 km. Si l'on veut espérer voir un avion à cette altitude pour une telle distance, il faudrait que McKay ait été à une hauteur de 1500 mètres, au-dessus de la mer, comme vous pouvez le voir sur cette image-là. Et Ashton considère ce témoignage comme viable, visiblement, comme Florence de Changy. Désolé, mais la science prouve que c'est tout simplement impossible, comme je viens de vous le montrer. At the same time as well, there are 9 witnesses along the coast, from Thailand to Malaysia, that report loud noises. This is going to be consistent with the 221 kilograms of lithium-ion batteries on the plane igniting in an explosion. These lithium-ion batteries are very energetic, and runaway lithium-ion battery fires are a very serious event. It wasn't until 2015 where the FAA disallowed them to be in the cargo bay of passenger planes due to how many planes had fires on them, and several cargo planes had burnt up. Many people died. Maintenant, Ashton nous parle du scénario avec les batteries au lithium qui auraient explosé. Alors, selon lui, il y a déjà 9 témoins sur la côte est de la Malaisie qui auraient entendu au même moment plusieurs bruits relativement forts. Ah bon? Je n'ai pas de souvenir de ce genre de témoignage, personnellement. Cette info ne me dit rien du tout. Alors, selon Ashton, cela confirmerait l'explosion des batteries au lithium. Alors, de 1, l'avion se trouvait à plus de 100 km des côtes. Donc je reste assez dubitatif sur le fait d'entendre une explosion de ce genre d'un avion à cette distance. Et de 2, si un incendie s'était déclaré dans la soute,
avec une explosion comme il le prétend. L'explosion de l'avion serait due donc alors à une décompression explosive suite à une brèche dans le fuselage. Dans un tel cas, l'avion aurait explosé en des centaines de morceaux, pour ne pas dire des milliers, et l'on aurait forcément retrouvé des débris en mer de Chine, car les débris se seraient dispersés sur une énorme surface au-dessus de la mer. Ça montre clairement que M. Ashton Forbes a des connaissances d'aéronautique très limitées, puisqu'il considère que l'avion aurait continué alors à voler après une explosion à 35 000 pieds. Faudrait qu'on lui explique ce qu'il se passe quand un avion est victime d'une explosion à une telle altitude. L'avion, il tient pas, il explose en miettes. So at this point, the plane goes dark. Now, if you read the Wired article that mentions an electrical fire scenario, it mentions that in the case of a fire, the first response is to pull the main buses and restore the circuits one by one until you isolate the bad one. If they do pull the buses, then the plane would go silent. Alors après le feu des batteries, il parle maintenant d'un feu électrique. Alors il faut savoir, on est sur un feu de batterie ou on est sur un feu électrique. Ou alors c'est le feu des batteries qui aurait créé un feu électrique. Enfin, aucune explication de Forbes là-dessus. Là encore, on voit qu'il ne connaît rien à la façon dont fonctionne un avion de ligne, et notamment ici le Boeing 777. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'incident de ce genre, il dit que la procédure est de tout couper, puis de rétablir les bus électriques un par un. Quelle méconnaissance énorme du fonctionnement du Boeing 777. Sur Boeing 777, si un bus n'est plus alimenté ou est défaillant, il y a un système dans l'avion qui s'appelle l'ELMS, le Electric Load Management System, qui surveille les tensions et les intensités en entrée et en sortie de pratiquement tous les équipements reliés au bus électrique. Et dès qu'il détecte une anomalie, le LMS va isoler automatiquement l'équipement incriminé, justement pour éviter que des anomalies électriques ne viennent affecter d'autres systèmes. Et il affiche ensuite un message d'alerte à l'équipage pour qu'il investigue davantage le problème. Mais en aucun cas, l'équipage ne va réaliser la procédure qu'il décrit ici. Et cela ne peut pas expliquer que l'avion soit devenu silencieux non plus. Il y a une telle redondance dans les systèmes d'un Boeing 777 que le LMS va toujours chercher une source viable pour alimenter les bus qu'il peut avoir déconnectés en suivant une logique qui est propre à l'importance des systèmes. Les systèmes moins essentiels seront délestés en attendant que l'équipage déclenche le démarrage de l'APU pour fournir une source électrique supplémentaire. Dans une telle situation, l'avion ne sera pas silencieux. Le transpondeur sera toujours alimenté. Donc l'avion n'a pas de raison de disparaître des radars comme ça. Et les radios seront disponibles pour permettre justement de déclarer un état d'urgence au contrôle aérien par radio si nécessaire. M. Forbes est visiblement incompétent pour parler du fonctionnement d'un Boeing 777 dans ce genre de situation. Enfin, si l'on regarde la disposition du fret, les batteries ne sont pas du tout proches des baies électriques. Donc il n'y a aucune raison de suspecter que les batteries Motorola aient eu un impact sur autant d'équipements électroniques en même temps. Il aurait fallu qu'elles soient complètement à l'avant dans la partie jaune que l'on voit sur ce schéma qui est tiré d'un rapport officiel où on voit la répartition du fret dans la soute cargo. Or en jaune, ce que l'on voit à l'avant, là, ce sont les bagages passagers. The plane turns and heads to Penang Langkawi International Airport. Direct shot. The pilot knew that the train was friendlier towards Langkawi, which is also closer than Kuala Lumpur. And that would explain why it doesn't go back to Kuala Lumpur. Ce que Forbes explique ici, c'est qu'un demi-tour vers le terrain de Penang est une possibilité de déroutement suite à une défaillance technique, plus pertinente que Kuala Lumpur, le terrain de départ. Oui, je suis d'accord. Mais ce que Forbes ne dit pas, c'est que le demi-tour intervient dans un laps de temps anormalement court après le dernier contact radio. Or, l'analyse d'une situation comme une défaillance technique grave prend un certain temps à bord d'un avion, consiste notamment à dérouler des checklists correspondant à la situation. Et la décision du demi-tour, elle me paraît un peu trop rapide par rapport à ce dernier contact radio. Et il n'y a également aucune annonce d'une quelconque défaillance technique par radio de la part de l'équipage auprès du contrôle aérien.
At 17:30 UTC, just 9 minutes after this plane goes dark, there's a communication reported by a 777 pilot who wishes not to be named, who hears the voices of either one of the pilots on board this plane, but there's not any other information that comes along with this. Forbes parle à présent d'une communication à 17h30 UTC qui aurait été entendue par un pilote de Boeing 777. Alors, c'est une info qui avait déjà été relayée par Florence de Changy, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Comme je l'ai déjà fait remarquer, c'était sur la fréquence de détresse, une fréquence qui est veillée par tous les avions de ligne IFR, c'est-à-dire en vol aux instruments qui sont en vol, et tous les centres de contrôle aérien. Et étonnamment, un seul pilote aurait entendu ce message. Et ce pilote, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, on ne peut pas confirmer cette information qui n'est pour l'heure qu'une rumeur sans fondement, alors qu'on aurait pu facilement la confirmer par un autre témoin, c'est-à-dire un autre pilote ou des enregistrements radio, parce qu'il faut savoir que cette fréquence, elle est enregistrée par tous les centres de contrôle. Or, il y a eu des écoutes de bandes radio au niveau de Kuala Lumpur, au niveau du Vietnam, et notamment de la fréquence de détresse. Et étonnamment, on n'a rien du tout sur ces fréquences. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce message a réellement eu lieu? Ou est-ce que c'est une rumeur qui a été balancée par quelqu'un, on ne sait pas qui, et qui continue à perdurer encore aujourd'hui? At the exact same time at 17:30 UTC, there are 8 fishermen on a boat 10 miles off the coast between Malaysia and Thailand here. They see this plane flying unusually low, which is consistent with the fact that the fire would have potentially caused a depressurization event. And the pilot's flying low, not to incapacitate the passengers, but to give them enough oxygen to be able to breathe. The masks on board this plane for the passengers only last 15 to 25 minutes. Autre témoignage que Forbes reprend, celui de 8 pêcheurs qui auraient vu l'avion voler à basse altitude, ce qui pour Ashton est cohérent avec une descente suite à une dépressurisation et donc à un incendie dans l'avion. Non, ça n'est pas cohérent. L'avion serait descendu normalement vers 10 000 pieds, ce qui fait 3 000 mètres. Ce qui n'est pas ce que l'on peut appeler être à basse altitude. Ça aurait permis aux passagers de respirer normalement, oui. C'est justement le but d'une descente d'urgence. L'autonomie des masques à oxygène, qui est de 15 à 25 minutes, faut que je regarde la documentation, mais ça me paraît à peu près cohérent quand même avec ce que l'on a dans l'autonomie pour les passagers. Mais là encore, on a un autre témoignage qui n'est pas corroboré et qui ne colle pas justement avec l'effet que l'on a, notamment le tracé radar de l'avion, où on sait que l'avion n'était pas à basse altitude. Il était à haute altitude. So this plane then heads to Penang Langkawi International Airport. When it gets there, the co-pilot's cell phone pings a cell tower on the island. Wow. For whatever reason, this plane does not land at Langkawi International Airport. Speculatively, it could be that the landing gear was damaged. It could be that they were unable to dump fuel due to the fire scenario. But whatever happens, the next course of action after that would be to try to land in the ocean. Et maintenant, Forbes nous explique pourquoi l'avion n'aurait pas atterri à Penang. Alors selon lui d'abord, le train aurait été endommagé. Bon, pourquoi il aurait été endommagé? Peut-être parce que l'incendie aurait désactivé certains systèmes et aurait rendu le train inopérationnel. Ouais, mais dans ce cas, pourquoi l'avion était à 30 000 pieds au-dessus de Penang? C'est-à-dire à 9 000 mètres. L'équipage ne sort pas le train à haute altitude comme ça. Il se serait plutôt aperçu que le train ne sortait pas quand il aurait été à basse altitude au moment de se présenter à l'atterrissage. Là, je trouve encore que c'est une suggestion qui est débile. Ensuite, il n'aurait pas pu vidanger du carburant. Il faut savoir qu'un Boeing 777, sur une situation d'urgence comme ça, il va falloir qu'il fasse descendre sa masse pour qu'elle passe en dessous de la masse maximale à l'atterrissage. Pour des raisons de résistance de train, si l'avion se pose en étant trop lourd, le risque c'est que le train ne supporte pas le poids de l'avion à l'atterrissage et qu'il cède et que ça amène à une catastrophe. Donc il y a des procédures de vidange de carburant. Mais là encore, je ne comprends pas pourquoi mettre la notion de vidange carburant ici. L'avion est resté à haute altitude. Pourquoi ne s'est-il pas mis en attente
dans un circuit d'attente. Là encore, il n'y a pas d'explication de la part de Forbes. C'est encore des suggestions qui sont incohérentes du point de vue aéronautique. Et Forbes suggère également que l'avion aurait pu aller volontairement vers l'océan. Pourquoi aller aussi loin des côtes si on a une grosse difficulté, une grosse défaillance technique, et se cracher loin de tout témoin qui aurait pu lancer l'alerte pour porter secours aux occupants de l'avion? Si l'équipage avait voulu éviter de se cracher sur des zones habitées, il l'aurait fait sur des côtes, donc tant plus qu'on était de nuit, il faisait super beau, le ciel était dégagé, donc l'équipage à 30 000 pieds, il voyait le sol, il voyait les villes, il voyait les côtes. Donc il aurait très bien pu se cracher au niveau des côtes, mais pas s'éloigner aussi loin des côtes. Là encore, c'est une suggestion qui est totalement incohérente. It could also be that there was communication was not disabled. We know that at 1730 UTC, there was a communication after this plane went dark. The Malaysian Minister of Defense had an interview with an Australian broadcaster where they claimed that this plane was unidentified, but they contradict themselves and say they knew it was a civilian airliner and they knew it was not hostile. As far as I can tell, the only way that you can know that it's not hostile and that it's a civilian airliner while being unidentified is if you had communication with the plane. Otherwise, you had no way you could rule out a hijacking scenario. So they do not send up any jets to track the plane. The same interviewer asks why they wouldn't send up jets to track the plane. The Malaysian Minister of Defense says, well, why would we send it up? Why would we shoot it down? And she asks, well, you know, why would you shoot it down? So he comes back and questions her, and then she says the point of why you'd send up a plane is to track the plane. That would be the logical reason, right? To make sure you can find out where it's going, especially if you don't have any type of communication with it. L'interview du ministre de la Défense de l'époque, cette interview, elle a fait parler beaucoup, notamment par l'attitude du ministre que l'on peut voir dans l'image. Son attitude justement souriante, limite méprisante, je suis totalement d'accord. Ashton parle de cette interview où le ministre affirmait en souriant que c'était un avion civil et ami. Ashton dit que le seul moyen de savoir si un avion est hostile est d'avoir un contact radio avec lui. Alors oui, je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit, mais pas tout à fait. Il y a d'autres procédures, mais j'ai déjà eu l'occasion de dire que l'attitude du ministre ici est une façon d'éluder l'absence de réaction de son armée. Et ça a marché. Tous les journalistes ont marché, mais pas moi. Il est évident qu'il cherche à détourner l'attention ici, à détourner le fait que son armée ne surveillait pas l'espace aérien cette nuit-là et n'a pas réagi. En tout cas, ça reste mon avis. So after this, the plane turns and now begins a direct shot towards the Nicobar Islands here. This is where more inconsistencies happen. The official narrative right at the next day, all reports say they lost contact at 1840 UTC. 1840 UTC is the time we believe our videos happen. It's also the time and location of where the official narrative says the plane turned into the South Indian Ocean at the Nicobar Islands, right around where this boat is. Alors ici, Forbes indique que la version officielle annonce que l'avion a viré vers le sud à 18h40 UTC. C'est l'heure à laquelle, justement, se déroule la vidéo de Forbes où on voit l'avion qui disparaît. Alors, pourquoi on parle de cette heure de 18h40 UTC et pourquoi on sait que l'avion a viré vers le sud? Alors, on devrait peut-être expliquer à Forbes sur la base de quoi on estime que l'avion a viré vers le sud. Eh bien, c'est lié à l'appel téléphonique par satellite que la compagnie a essayé de faire en direction de l'équipage. La compagnie a essayé d'appeler le poste de pilotage à cette heure-là. C'est ce que vous avez ici sur le log de communication Inmarsat où on voit les informations enregistrées par le log de communication de la station sol à Perth d'Inmarsat. Donc c'est lié à l'appel téléphonique par satellite de la compagnie qui a tenté de joindre l'équipage. On sait que l'appel a atteint l'avion et que ça sonne dans le cockpit, mais personne ne répond. Le BFO, qui est une donnée technique qui est enregistrée, est très différent à ce moment-là de ce que l'on avait sur les connexions précédentes. Ce qui prouve que l'avion a tourné vers le sud. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici,
Ça fait l'objet de vidéos que vous trouvez déjà sur ma chaîne pour vous expliquer tout cela, notamment les BFO et ce que l'on permet d'en tirer. Mais là, Forbes préfère ne pas expliquer les faits et plutôt rester vague sur le côté qui l'arrange. This was changed days later to claim that the radar lost contact at either 1815 UTC or 1822 UTC. It's still unclear to me which of those times they claim is the accurate one. Forbes indique ici que les autorités se sont montrées assez vagues sur l'heure réelle du dernier contact radar. Alors, il est exact que certaines heures qui ont été données au début, notamment de la disparition, ont pu légèrement varier lors des premiers jours. C'est le cas notamment aussi du dernier contact radio où il y a eu quelques ambiguïtés sur l'heure réelle de ce dernier contact radio. Est-ce que ce détail est important ici? Personnellement, je ne trouve pas. Forbes laisse entendre que cette information a été lâchée plusieurs jours plus tard. Mais ça n'est pas exact. Ce trajet radar a été évoqué dès le 2e jour en conférence de presse et je vous renvoie vers les vidéos que j'ai publiées sur les conférences de presse que j'ai notamment expliquées et décortiquées en français. Donc vous pourrez vous rendre compte par vous-même de ce qui a été réellement dit. Now this is also the time where we have our next witness, Catherine T, on a boat. She was going from India to Phuket, Thailand. She sees a glowing orange plane come from the same direction that the official plane comes from. Her time, she claims that she saw this, is 1840 UTC or around there. It's not exactly accurate because she's on a boat in the middle of the ocean for days. But they had automatic GPS in her boat. They were able to recreate the flight path of her sighting with some level of accuracy. The direction of travel is consistent with the plane that we've seen in our videos as well as the official flight path. On en vient maintenant au témoignage de Katie. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur le témoignage de Katie. Peut-être qu'elle a vu quelque chose, mais je ne crois pas du tout que ça puisse être le MH370, pour une raison technique simple. L'avion n'aurait jamais pu voler le temps de vol que l'on a, et que l'on observe sur les données Inmarsat, s'il était descendu aussi bas que le prétend Katie. Il faut savoir que plus un avion est bas, moins il va vite, donc moins il va loin, et surtout, plus il consomme. Par conséquent, même si l'avion était remonté ensuite, pour consommer moins, il aurait consommé beaucoup pour remonter à une haute altitude. Et il n'aurait jamais tenu en l'air pour envoyer un ping sur le satellite d'Inmarsat au niveau du 7e arc. C'est impossible. Il faut aussi savoir que son témoignage est remis en question par certaines personnes qui la connaissent. Donc, je n'arrive pas, moi, personnellement, après avoir creusé beaucoup cette affaire, à mettre une correspondance entre le témoignage de Katie et l'endroit où a pu passer le MH370 dans ce secteur. Oui, l'avion est passé dans ce secteur, mais pour moi, ce n'est pas ce qu'a vu Katie. Alors pour Forbes, ça vient parfaitement corréler la vidéo qu'il diffuse depuis plusieurs mois. C'est absolument impossible. Ce que dit avoir vu Katie est un avion à basse altitude, je l'ai dit tout à l'heure. Or, ce que l'on voit dans la vidéo de Forbes, c'est un avion à haute altitude. L'avion n'aurait pas de traînée derrière les moteurs s'il avait été à basse altitude. Comment Forbes peut-il faire une telle erreur d'interprétation? Tout simplement parce qu'il est obnubilé par le crédit qu'il accorde à sa vidéo et qu'il a visiblement de grosses méconnaissances aéronautiques. She says she sees a glowing orange plane with black smoke coming out of the back of it. The glowing orange effect would be due to the halon fire extinguishing devices releasing bromine, a halogen gas. Her visual sighting from her old blog posts show the plane being eerily similar to a halogen lamp, which is a glowing orange lamp. This is how we were able to corroborate as well the fire scenario. La Forbes nous parlait de l'avion orange, qui est en lien avec ce que dit avoir vu Katie, un avion avec un halo orange autour de lui. Ok, un avion avec un halo orange, c'est quand même assez étonnant. Pour lui, l'observation d'un avion avec un halo orange correspond à un incendie de la soute. Il va pas un peu vite en besogne, le garçon, hein?
Alors ce halo, pour lui, serait le halon, qui est un gaz utilisé pour éteindre justement les incendies en soute. Le but du halon est de remplacer l'oxygène de la soute et ainsi de retirer un des 3 éléments du triangle du feu. Si on retire l'oxygène, on éteint le feu. Sauf que je ne vois aucune raison qu'il y ait un halo orange autour de l'avion, et notamment à cause de ce halon. Ashton nous sort ici une explication totalement vaseuse pour venir confirmer ce qu'il pense. Katie dit voir une fumée noire sur l'avion. Soyons un minimum sérieux. On est au beau milieu de l'océan, sans la moindre source lumineuse extérieure. Voir de la fumée derrière un avion est totalement improbable. Mais ce point vient encore une fois conforter notre Ashton dans son scénario. Un incendie dans la soute ne propagerait pas de la fumée à l'extérieur comme il le dit. Il serait plutôt contenu dans la soute, sauf si on a une fuite éventuelle au niveau du fuselage. Et encore, dans le cas du Boeing 747 d'UPS qui s'est écrasé aux Émirats Arabes Unis en 2010, suite à un feu de batterie au lithium qui n'a pas été contenu dans la soute, aucune fumée ne s'échappait de l'avion à l'extérieur quand il était en vol. Et pourtant, à l'intérieur, c'était un vrai brasier dans la soute. Ashton n'est absolument pas crédible, encore une fois, sur ce point. Her sighting also has the plane flying low with no navigation lights and descending for the duration of her sighting, which is about 5 to 10 minutes. Forbes indique ainsi que selon l'observation de Katie, donc on était sur un avion qui volait bas et en descente, et que cette observation a duré 5 à 10 minutes. Alors, plus un avion est bas, plus vite il passera sous l'horizon et plus vite vous allez le perdre de vue. Ce temps d'observation me semble anormalement long pour un avion qui serait aussi bas, même si sur le schéma de Ashton, l'avion aurait tourné autour de la position de Katie. Mais là encore, il y a des incohérences avec le témoignage de Katie. Elle dit avoir eu très peur parce que l'avion serait passé très près du bateau. Or, ce que l'on constate sur le schéma de Forbes, c'est qu'il est en fait relativement éloigné de la position de Katie, car le rayon de virage d'un avion de ce type est relativement large. Donc là encore, on a une incohérence. So at this point, this is where we believe our videos kick in. Catherine T, in the middle of her sighting, goes inside to put the kettle on. When she comes back out, there's no plane there anymore. It could be possible that she just missed the main event of our videos. I've asked her personally, she did not see any orbs, and she was not present to see the plane disappear. Alors dans son témoignage, Katie affirme s'être retournée, et quand elle est revenue vers l'avion, il avait disparu. Alors pour Forbes, elle a raté l'événement le plus important. Ah mince, quel dommage. Elle a raté les orbes qui tournaient autour de l'avion aussi. Mais je le répète, dans la vidéo, on a un avion à haute altitude alors que Katie parle d'un avion à basse altitude. Donc ça ne peut pas correspondre. D'ailleurs, je suis tombé sur ce post sur Twitter de Ashton qui date du 7 octobre 2023, où maintenant Ashton pense que ce qu'elle a vu est un EP-3E Aries, un avion qui est un avion en fait de renseignement électromagnétique de la marine américaine. On reste encore dans le domaine de l'espionnage. Même si je ne vois pas trop un EP-3 se balader dans le coin et qu'on n'a aucun élément permettant de penser qu'un de ces avions traînait dans le coin, ça n'explique pas plus le halo orange qu'elle décrit. Bref, j'ai le sentiment que Ashton navigue un peu trop à vue sans réel travail d'enquête. Je constate que l'on garde toujours les Américains suspects. On a encore un avion espion américain qui traîne dans les parages. On est vraiment dans du complotisme à ce niveau-là. Ça tourne toujours dans ce domaine. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Dans la suivante, on verra ce qu'il dit sur les vidéos à proprement parler, à savoir la vidéo du drone, la vidéo satellite qu'il propage sur Internet depuis des mois et pour laquelle
eh ben, il se bat pour montrer que cette vidéo n'est pas un fake, mais comme vous verrez, ben, j'en fais quand même une analyse qui est très différente de ce qu'il raconte un peu partout. À bientôt.